Bonsoir. Bonsoir, je suis Benoît Fabre, je suis le directeur du Collegium Musicae. Je pourrais parler très longtemps. Non, je vais essayer d'être très bref. Je voulais vous dire qu'on est réjouis de pouvoir vous accueillir dans un lieu aussi prestigieux que cet amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne. Juste, je voulais dire deux mots pour, en premier lieu, remercier la Faculté des Lettres, qui a été le berceau du Collegium Musicae. Je tiens aussi à remercier sincèrement tout le service culturel de la Faculté des Lettres, donc Yann Migoubert, Samuel Mahé, Franck Loyer, et il me manque, je dois en oublier certainement, excusez-moi pour ça. Voilà, je voulais juste vous faire une petite confidence. En général, j'oublie de rallumer mon portable quand je sors du spectacle ou du concert. Voilà, bonne soirée. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and 1, 2, 3, 4. Mate pop, mate pop, mama mate 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 pop, mate pop, mama mate 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 pop, mate pop, mama mate 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 pop. Mate pop, mate pop, mama mate 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 pop, mate pop, mama mate 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 pop, mate pop, mama mate 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 pop. Pour les mélomanes avertis, fanatiques, amoureux des chiffres ou anti-numériques, pour les chanteurs du dimanche ou bien d'élite, nous vous offrons en musique un peu de matin pop, mama matin pop, matin pop, mama matin pop, matin pop, mama matin pop. Nous voyagerons loin dans l'histoire, vers la Prusse, la Grèce antique, sur un simple clavier blanc et noir, sans crier gare. C'est magique, matin pop, mama matin pop, matin pop, mama matin pop, matin pop, mama matin pop. Matin pop, mama matin pop, matin pop, mama matin pop, matin pop, mama matin pop, matin pop. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le spectacle Matin Pop, spectacle itinérant. On est ravis d'être ici ce soir dans ces lieux magnifiques, l'amphithéâtre Richelieu, et bien pour vous parler du rapport entre les mathématiques et la musique. Donc ça c'est la thématique de ce spectacle qu'on va essayer d'amener un petit peu partout en France. Donc on fait étape ici, on est très heureux. Alors d'abord, mathématiques et musique, il faut vous convaincre qu'il y a un lien entre les maths et la musique. Je vois des étudiants ici à Thiam du master, donc je pense qu'eux, ils n'ont pas de souci. Hein. Vous comprenez qu'il y a un lien, un rapport entre les mathématiques et la musique, mais peut-être que, voilà, je ne sais pas tout le monde pense qu'il y a un lien entre les maths et la musique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas de lien entre les maths et la musique, par exemple? Moi.
Rémi. Je vous présente Rémi, mon assistant, remplaçant. J'avais Mirella, qui est partie en Italie en congé, donc je me retrouve avec Rémi. Rémi est dubitatif, Rémi doute de tout, et en particulier du rapport entre les maths et la musique. Rémi, il n'y a pas de rapport entre les maths et la musique, selon vous? Non, je vois pas, non. Non, la musique, c'est... Ah, Joe, alors les maths, c'est des trucs... alors que la musique, hein, Joe, non? Bien. Je vous présente Jonathan aussi. Jonathan, je pense que Rémi, vous l'avez trouvé quelque part. Oui, non, oui, comme à Paris, c'est chouette, on rencontre des gens à chaque coin de rue, tout ça. Il jouait dans le métro, Joe, hein? Ça s'appelle un caron, ça. C'est un truc qui fait du rythme. Ah, il jouait terrible. Alors je lui ai dit, ben, c'est vous, Moreno, qui m'aviez dit éventuellement que le spectacle était itinérant. C'est vrai que le spectacle est itinérant, c'est vrai qu'on a une ouverture d'esprit, c'est vrai qu'on aime bien impliquer voilà, un peu tout le monde. Mais, ouais. Bon, ok. Donc Jonathan, bienvenue à ce spectacle. C'est une ouverture aussi sur tous ceux qui passent et qui veulent se joindre à nous, pourquoi pas. Effectivement, donc est-ce qu'on peut l'applaudir, est-ce qu'on peut l'encourager, Jonathan? Voilà. Merci. Donc, voilà, puisqu'on parlait des rues, on a fait un petit micro-trottoir. Donc, on a posé la question à Monsieur Tout-le-Monde, au kidam de la rue. Voilà, si je vous dis mathématiques, musique, qu'est-ce que cela vous évoque? Eh bien, voyons. Je vous réponds partition. Partition. Donc vous avez un nombre de lignes, un nombre de notes. Donc forcément les nombres ont une résonance particulière dans l'univers musical. Je pense qu'il y a un lien. Même si je ne le vois pas, je pense qu'il y a un lien entre les mathématiques et la musique. Ouais. Dans l'écriture, je te dis, dans la manière de... les sons, les gens quand ils les imaginent dans leur tête, Beethoven, il paraît qu'il était sourd, donc il devait les imaginer, les conceptualiser à l'intérieur de sa tête, quoi. Je pense batterie. Le rythme de la batterie, c'est une répétition, un peu comme des chiffres qui se suivent, encore et encore et encore et encore. Et la basse aussi. Donc oui, pour moi la musique, c'est forcément des mathématiques. Bah, c'est lié, oui. Enfin, c'est lié, l'un ne va pas sans l'autre, et je dirais vice-versa. Même si je pense que les maths ne peuvent pas expliquer le supplément d'âme qu'il peut y avoir dans la musique. La musique peut te faire pleurer, la musique peut te transcender. Alors je ne sais pas si ça va jusqu'aux mathématiques, ça, toi, c'est des mathématiques, ça. Mais en tout cas, la musique, elle agit sur les gens. Ah, ça, c'est depuis la nuit des temps, quoi. Voilà, 100%. Donc on a bien résolu la question, on peut rentrer chez nous. Hein. Les maths et la musique sont bien liés. Donc depuis la nuit des temps, donc si on va poser quelques jalons historiques pour comprendre un petit peu l'émergence des rapports entre mathématiques et musique, eh bien, on est bien obligé à remonter dans les siècles, donc au début de la pensée philosophique. La musique et les maths sont liés avec un monsieur que vous avez ici, représenté avec la barbe blanche. Donc c'est pas le Père Noël. Moi, je pensais que c'était le Père Noël, mais en fait, il avait un sac avec des cadeaux, mais il avait aussi des objets bizarres, en fait, des triangles, rectangles, avec dessinés, des carrés sur les côtés. Il avait aussi un instrument de musique qui permet justement de calculer les intervalles à partir d'une longueur. Une longueur, ça s'appelle le monocorde d'ailleurs, et c'est là où, en fait, les mathématiques et la musique ont commencé, avec donc ce monsieur Pythagore. Donc, on dirait vous petit. Ouais, c'est moi, c'est moi qui rêve qui commence à réfléchir voilà, au Père Noël. Hein. Je pense que c'est le Père Noël, mais j'ai compris plus tard que ce n'était pas le Père Noël. Donc, est-ce qu'on va faire une petite démonstration, voir en quoi les monocordes peuvent... On ne dit pas ça. On ne dit pas ça... Le mot. Les mots... Au théâtre, ça ne se dit pas ça, sur scène. La corde. Ah! Malheur. Donc, la monoficelle. Prenons une monoficelle, prenons une ficelle. Voilà, c'est mieux ça. Faisons une petite démonstration parce que, quand même, les mathématiques, il faut les démontrer. Donc, prenons une ficelle d'une certaine longueur et voyons un peu qu'est-ce que cela fait. Donc, voilà la ficelle, voilà la longueur. Et on a compris, Rémi?
est-ce que vous voulez bien jouer la note qui sort de cette ficelle? Allez-y, on se concentre. Ah, c'était un peu raté. Il y a du retard sur une... ouais. Donc on va la refaire. Ah, ça c'est mieux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un La. Un La, les physiciens diraient un certain nombre de vibrations par seconde. 440 vibrations par seconde. Okay? Donc ça, c'est déjà un nombre qu'on peut associer à une certaine longueur d'une ficelle qu'on va maintenant couper en deux. On va couper en deux parce qu'on veut montrer que si on coupe en deux la ficelle, donc allez-y, Rémi, s'il vous plaît, coupez en deux la ficelle et on va frapper la corde pour obtenir le même son, un La, mais double fréquence, hein, une octave, ce qu'on appelle une octave de différence. Donc voilà une première relation. Donc là, on peut s'amuser, on peut demander à Rémi de prendre la ficelle, de la couper en 3 parties et prendre 2 sur 3. Allez, petit calcul. Voilà. Allez, on peut y arriver. Donc 2 sur 3. 2 sur 3. Il faut remonter. Voilà. Là, une note. On avait ça. Là, maintenant, on a ça. Donc, voilà les intervalles qui commencent à émerger. Donc, cet intervalle, La, Si, Do, Ré, Mi, la quinte, hein, c'est très connu. Ouais, quand il y a des enfants, c'est rigolo. Quand il y a des adultes, c'est peut-être moins rigolo. En tout cas, on s'amuse toujours. Hein. Voilà notre intervalle ici. Si, Do, Ré, Mi, la carte. Comment on obtient la carte Ré, Mi? À partir de la ficelle, de la monoficelle. Il faut diviser par 4 la ficelle. Divisons en 4 parties. Allez, et on monte. Non, il faut prendre 3 sur 4. Allez. Ça marche pas. Non, ça ne marche pas. Allez, ça y est. Voilà, on avait La, La, Si, Do, Ré. Ouais, donc... Je suis ton père. Un autre intervalle bien connu qui fait aussi marrer beaucoup les enfants, mais je vois les adultes aussi. Donc, la carte. Vous avez compris? Donc, la ficelle, 1. La carte, 4. La quinte, 5. 1, 4, 5. En fait, il ne faut pas plus. C'est le blues. Un blues. J'ai le blues de Pythagore dans la peau. J'ai le blues de Pythagore dans la peau. 1, 4, 5 et pas plus. Back home, subito. Parce qu'elle est italienne. J'ai le blues, j'ai le blues de Pythagore dans la peau. J'ai le blues des grès. je n'ai gardé que les plus beaux. 1, 4, 5 et pas plus. Back home et dodo. Voilà les scoops de la soirée. Pythagore, l'inventeur du blues. Eh bien... Ouais. Et en fait, on peut continuer hein, dans l'histoire. On peut diviser la ficelle, vous avez compris, dans un certain nombre de parties. Et en fait, tout intervalle est quelque part lié à la longueur de la ficelle qu'on aura coupée. Eh oui. Et vous m'avez coupé. Excusez-moi, Moreno, mais Ça vient du... C'est une clé. C'est une clé USB. du Centre national de la recherche scientifique, il m'a dit. C'est une clé USB. C'est ce qu'on appelle des CNRS. Oui, si vous voulez. C'est mon employeur. Eh bien, ça commence bien. Bah, allons-y. Allons-y, mettons la clé USB dans l'ordinateur et on verra bien. Ok. C'est une vidéo.
C'est une vidéo, on verra bien. Bonjour Moreno, je suis Antoine Petit, le président directeur général du CNRS. Bien sûr, j'aurais commencé par te féliciter pour ton projet Math and Pop, qui a été retenu dans le cadre de la célébration des 80 ans du CNRS. Et comme tu le sais, moi je suis informaticien avec une formation d'origine de matheux. Et donc j'ai une question à te poser sur les liens entre maths et musique. Et finalement, c'est quoi le lien entre la musique et le calcul combinatoire? Et qu'est-ce que tu penses de la citation de Leibniz qui a dit que la musique, c'était un calcul secret que l'âme faisait à son insu? Pas facile, hein? Merci. Merci le président directeur général du CNRS pour cette question pas facile, effectivement. La musique, eh bien, les calculs secrets qu'il a fait à son insu, effectivement, Leibniz l'écrivait en correspondance avec son ami mathématicien Goldbach. Mais oui, donc en fait, pour peut-être répondre un petit peu à cette question, à cette incitation à continuer ces voyages historiques, on est parti des Pythagore, mais il y a un moment, effectivement, un moment très important, dans lequel donc, on assiste à l'émergence d'une discipline qui est la combinatoire. C'est une discipline dans laquelle donc, vous avez ici un monsieur qui s'intéresse à toutes les mélodies qu'on peut faire, à toutes les mélodies qu'on peut construire à partir donc d'un certain nombre de notes. Et là, c'est vraiment les débuts de la combinatoire, c'est donc vraiment les calculs combinatoires qui se mettent en place pour énumérer toutes les possibilités. Je pense que c'est une question que pas mal d'entre vous se sont posées. Combien de mélodies on peut faire? Est-ce qu'on a un nombre fini de mélodies? Est-ce qu'on arrivera à construire toutes les mélodies possibles? Eh bien, vous voyez, donc, entre-temps, j'ai grandi un petit peu. J'essaie maintenant de reproduire avec le piano cette représentation circulaire, en fait, qui contient tous les intervalles. C'est une sorte de approche pythagoricienne généralisée. Vous avez tous les intervalles, tous les segments, toutes les distances entre les notes. Voilà, donc j'arrive pas trop avec mon piano, mais en fait, dans sa pensée, ce monsieur avait en tête ces modèles, en fait, pour calculer tous les intervalles. Donc ce monsieur s'appelle Mersenne. Comme la chanson. Mersenne. Mersenne. Tout le monde connaît Mersenne. 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 Vous connaissez pas? Non, Mersenne. C'est pareil, c'est de l'anglais. Attendez, je vous montre. Oui, Rémi. Tu vas voir, Joe. C'est un truc. Moi, je me souviens, Mersenne. 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 Mais oui. Mersenne. Per chi fonda la combinatoire. Tu l'as mérité que l'on chante un air à ta gloire ce soir. Mersenne. Tu voulais connaître tous les airs. Ce soir ton nom rayonne dans l'amphi Richelieu de la Sorbonne. Mersenne, 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 Mersenne. Et voilà Mersenne. Mersenne. Je savais bien que c'était connu. Mersenne, le père qui fonda la combinatoire, c'est grâce à lui en fait que la combinatoire a émergé comme une discipline à partir de la musique. C'est quand même important, une discipline en mathématiques qui doit son existence à une pensée musicale, un problème posé par la musique. Donc on vous propose en fait un petit voyage dans cette représentation circulaire. Rémi, si vous voulez bien, pour comprendre finalement comment ça marche. Alors pour ça on a une petite visualisation qu'on va utiliser. Que les étudiants du Master Atiam connaissent bien, mais d'autres vont découvrir ce soir. Donc, dans cette représentation, en fait, on a compacté les pianos
Tout ce qu'on peut faire dans les pianos, on peut les faire dans un cercle. Hein. Donc on a compacté, vous vous rappelez l'octave, les doubles de la longueur d'une corde, ou la moitié plutôt. Donc ça, c'est l'intervalle à l'intérieur duquel on va voir un peu tous les intervalles, tous les accords, toute l'harmonie en fait. Donc déjà... Excusez-moi Moreno, c'est quoi les lettres? Donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, die. Ah, oui, donc... Vous voyez, je vois pas ça, moi. On utilise la notation anglo-saxonne parce que c'est un petit peu plus général. Donc en fait, on peut appeler les Do les C, les Ré les D, etc. Les E, ça sera le Mi, F comme Fa, G comme Sol, A, ça sera le La, B, ça sera le Si. Et entre les Do et les Ré, il y a une touche, les C dièse, ou les Do dièse, une touche noire. Voilà, on a fait les tours, ce qu'on appelle une gamme chromatique. Donc là, on peut s'amuser. Voilà, on peut dessiner, commencer à dessiner des choses, dessiner un petit carré, par exemple. Allez, un petit carré. Comment on dessine un carré dans un cercle? Il faut imaginer comment est-ce qu'à partir de midi ou minuit, et voilà, bravo Rémi, on l'avait bien travaillé plusieurs fois, pour arriver à faire un carré, donc un accord qui a une certaine sonorité, on va le jouer encore. Je m'en souviens. Voilà, un accord diminué. Qu'est-ce qui se passe si on fait un triangle équilatéral? D'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un triangle équilatéral. Un triangle équilatéral, c'est un triangle, je ne vous demande pas à vous, mais peut-être voilà, quelqu'un qui veut répondre, qui a tous les côtés égaux. Donc, pour avoir 3 côtés égaux dans 12, il faut diviser à 0, minuit, on est à 4 heures, et on est à 8 heures du soir. Donc, et voilà les triangles équilatéraux. Donc là, on peut jouer cette sonorité. Voilà des sonorités qui émergent comme forme mathématique. Donc, ce ne sont pas les accords les plus répandus en musique. Hein. Si on cherche, fait une statistique, on allume la radio, on entend une chanson, on n'aura pas beaucoup d'accords comme ça. Mais on aura plutôt des accords du type majeur, un accord majeur. Quelle est la forme d'un accord majeur? Majeur, non, c'est pas ça. Donc il faut bien, voilà, Do, Mi, Sol, ça, la fondamentale c'est le Do, hein, et on a un intervalle des tierces majeures et un intervalle des tierces mineures, Mi, Sol, qui fait donc la quinte, Do, Sol, qu'on a entendu tout à l'heure. Okay, donc cette sonorité, tout le monde la connaît, hein, si vous allez à une fête d'anniversaire. Si on va à une fête d'anniversaire, on commence à... Ah, ça, c'est le dernier anniversaire, ça. Là, on a changé d'accord. Hein. On a fait un accord mineur qui est paradigmatique de la tonalité mineure, qui donc, ça sera du type Do mineur. Voyons, pour voir la différence entre les deux. Vous voyez, ça rassemble, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. On a une petite tierce mineure entre Do et Ré dièse ou Mi bémol. Voilà, mais la quinte reste la même. Voilà, très bien. Voilà les sonorités. Et voilà, donc en fait, comme ça, on peut faire plein de choses. On peut s'amuser, c'est ça qui est intéressant, mais c'est là où on va utiliser un petit peu, on va mettre au travail Jonathan, parce qu'en fait, un cercle, eh bien, c'est pas que les hauteurs, c'est pas que les notes. On peut aussi faire des rythmes avec un cercle. Un rythme, c'est toujours une certaine périodicité. Donc un cercle divisé en 12 parties, c'est 12 pulsations. On va faire un train de pulsations. Jonathan, on commence par ça, c'est le plus simple. À l'unisson, 3, 4 et 1. Voilà, on peut s'arrêter, on a fait les tours. Donc là, on peut faire, par exemple, on peut voir qu'est-ce qui devient les carrés, rythmiquement. Voilà, Jonathan. 1, 2, 3, 1, 2. Voilà une belle valse qui émerge du carré. Si on fait un triangle équilatéral, on aura un autre pattern rythmique. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On peut faire un hexagone régulier. Allez, c'est un peu difficile, mais Rémi. Non, les touches. Ah, bravo, merci Jonathan.
Voilà un hexagone qui devient... Ok, on a compris. C'est la techno. Ouais, on peut dire que c'est la techno. Très bien, Rémi. Vous avez tout à fait compris. Donc, on peut s'amuser à faire des choses... Les touches blanches du piano, la gamme diatonique. Ah, c'est ça, ça devient intéressante musicalement et rythmiquement. Jonathan. Mi, fa, sol, la, si, do. Ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et les touches noires. Ah ouais, voilà, ça mérite... Les touches noires. Allez, il est fort, il est fort. Oui, il est fort. Les touches noires. On a une gamme pentatonique. Super. Voilà. Vous voyez, c'est simple. Mais voilà. Heureusement, il n'y a pas que ça. Hein. En musique, on n'a pas que la représentation circulaire. On n'a pas que la représentation circulaire. Ouais, parce que sinon on tourne en rond. Sinon, on tourne en rond, ouais, justement. Donc, on peut utiliser d'autres espaces. On va voir, on peut monter un petit peu pour voir qu'est-ce qui devient un triangle équilatéral s'il est plongé dans ces jolis... Voilà, il faut d'abord toucher les doigts. Voilà. Non, comme ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, comme ça, ça va. Donc, on va mettre un triangle équilatéral. Allez. Vous voyez, ça c'est un maillage à nid d'abeille, donc on commence à faire des choses compliquées. C'est très bien qu'on peut le laisser comme ça. Oui, on peut le laisser comme ça parce qu'on va émerger, en fait, voilà, un axe. Un triangle équilatéral devient un axe. Et un carré, qu'est-ce qu'il devient? Voilà un autre axe. Voilà, ça c'est deux axes qui décomposent le plan. Et donc, en fait, les accords majeurs et mineurs, là, se retrouvent comme des sommets de cet hexagone. Donc, un Do majeur, par exemple, Do, Mi, Sol. Voilà un petit point qui est à côté de l'accord de Do mineur, petit C. Vous voyez? Voilà, donc avec une jolie symétrie, main droite, main gauche, Do majeur, Do mineur. Eh bien, ça, si on revient à notre petit visuel, donc en fait c'est un autre moment historique, très important. On a vu la combinatoire, et là on va voir un autre moment qui est en fait une autre branche des mathématiques qui s'ouvre grâce à notre théoricien. Quelques années plus tard, Euler se pose la question. Il y avait un problème qui était posé par les mathématiciens, donc là vous voyez, il est sur un pont, il réfléchit, en fait il n'aime pas les cercles de Mersenne, donc il aime plutôt distribuer les notes dans cet espace qu'on a vu tout à l'heure, comme le maillage à nid d'abeille. Et en fait, il a en tête un problème, les problèmes des ponts de Königsberg, une ville en Allemagne où il y a plein de ponts, et il faut démontrer si on peut passer une seule fois sur chaque pont. Donc, c'est l'invention d'une branche des mathématiques qui s'appelle la théorie des graphes, qui est super important aujourd'hui avec les réseaux, avec Internet, etc. Donc là, vous avez deux nouveaux personnages qui vont rentrer en scène. C'est l'abeille, parce que les maillages à nid d'abeille, bien évidemment, mais l'araignée va tisser sa toile où il y a les tonalités, pour guider un petit peu. Donc maintenant, on va utiliser un chanteur italien pour illustrer ces maillages à nid d'abeille, Paolo Conte, avec une chanson qui s'appelle Sotto le stelle del jazz, et qu'on va donc voir un petit peu bouger dans ces maillages à nid d'abeille. Donc, allez. Ta 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 autour de nid d'abeille, il y a 4 accords en veille, et l'araignée qui tisse sa toile. Tout autour du nid
d'abeilles. Oh, tous les accords comme des soleils. Et l'araignée qui tisse sa toile. Tout da, tout da, da. Tout da, tout da, da. Ou si tu voyages comme une abeille, les intervalles restent pareils. De symétrie en farandole. Au chemin au long de l'Anatole, tout autour du nid d'abeilles. Tout ta tout ta. Ta tout ta ta tout ta. Tout ta tout ta ta ta. Modulation égale transposition égale aussi translation. Retour à la maison. Oh, sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia cammina e forse balla, chissà. Tu-da, 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 da. Oh, 2000 enigmi nel jazz. Ah, non si capisce il motivo. Un tempo fatto di attimi. Wow, wow, wow. E settimane enigmistiche sotto la luna del jazz. I whisper, I love you. I whisper, I love you. Oh, yes. Merci. Merci Rémi de bien vouloir arrêter les... Et voilà, parce que là, on va bouger un peu plus. Dans cet exemple qui suit, en fait, on ne va pas se contenter, vous avez vu, en fait, il y a un petit tour, hein, une boucle autour de... Donc une anatole, ce qu'on appelle une anatole, 4 accords, transposés, translatés, donc c'est ça qui fait le charme de cette chanson, qui est donc voyage parmi quelques accords. Donc, ce qu'on peut se poser comme question, c'est est-ce qu'on arrive, en fait, en s'inspirant des mathématiques, à faire des parcours beaucoup plus complexes qui passent, par exemple, par toutes les tonalités, majeures et mineures, et revient au point de départ. Alors, il y a un problème en mathématiques, c'est le problème de l'échiquier, du cavalier dans l'échiquier. En fait, le cavalier, c'est une pièce, en fait, qui bouge à elle, et Euler, toujours lui, qui a résolu le problème des ponts de Königsberg, a aussi démontré que dans notre échiquier, 8 x 8, eh bien, les cavaliers arrivent à remplir toutes les cases, à faire le tour de toutes les cases de l'échiquier et revenir au point de départ. Alors, c'est impossible dans un échiquier 7 x 7 ou 9 x 9, il faut vraiment que ça suive un nombre pair. Et donc, voilà, un joli problème, encore une fois, que les mathématiciens ont résolu, et qui a aussi une correspondance musicale. Donc, quelle est la correspondance? La correspondance, c'est maintenant essayer de trouver des parcours un peu plus complexes de ce qu'on a vu en s'inspirant de la chanson de Paolo Conte. On peut composer une chanson qu'on appellera une chanson hamiltonienne, parce qu'en fait, ces cycles qui passent par tous les points du nid d'abeille et qui reviennent au point de départ, ce sont, en théorie des graphes, les cycles hamiltoniens. Donc, on peut faire une chanson hamiltonienne qui voyage, qui commence très doucement avec quelques accords, mais après qui voyage dans les tonalités, tous les 24 accords majeurs et mineurs,
que vous allez écouter comme ça, en vous baladant dans cet espace, à l'aide donc d'un texte d'un poète italien, Mario Luzzi, que j'ai mis en musique. C'est vous qui avez composé la musique là? J'ai composé une musique un peu comme un exercice de style, hein, une musique hamiltonienne. Hamilton? Hamilton. Comme le photographe? Oui, merci Rémi. Donc, est-ce qu'on peut mettre, peut-être, en revenant en arrière, si ça passe bien? C'est calé pile poil. Ah, très bien, merci. La sera non è più la tua canzone, è questa roccia d'ombra traforata, dai lumi e dalle voci senza fine, la quiete di una cosa già pensata. Ah, questa luce viva e chiara viene solo da te, sei tu così vicino, una cosa conosciuta, per nome una parola che è passata, nell'intimo del cuore si è perduta. La vita riposi, dal viaggio sei tornata dentro di me, sei scesa in questa pura sostanza così tua, si romita come un'arida montagna dove vaga il tuo spirito e si perde, il vento raro scivola e stagna, l'aria tace, il tempo dietro a te si leva come un'arida montagna dove vaga il tuo spirito e si perde, il vento raro scivola e ristagna. Voilà une chanson hamiltonienne. Voilà une chanson hamiltonienne
sur un texte d'un poète italien, Mario Luzzi. Et voilà, donc je pense que là, vous avez un petit peu compris où est-ce qu'on peut aller avec les mathématiques. On peut aller très loin. En fait, on peut calculer tous les catalogues des cycles miltoniens. Il y a plus d'une centaine, hein, les étudiants le savent bien, ils ont appris par cœur tous les cycles miltoniens que vous pouvez faire, n'est-ce pas? Et en fait, il y a plein de possibilités, donc plein de possibilités pour ceux qui souhaitent s'élancer dans l'écriture. Excusez-moi, mais il y a encore Une clé USB. Une clé USB, allez. Bah, je pense que... C'est encore du même expéditeur. On n'a pas le choix. Allez. Rémi, courage. Les CNRS. Okay. Moreno, c'est encore moi. Après la première question facile, facile. Quand même, c'est pour te chauffer. Ah oui? J'en ai une deuxième qui est un peu plus tricky, comme on dit. Tu sais, on dit qu'en musique, si la créativité, elle peut s'incarner de façon un peu différente. Si tu fais du jazz, on dit que la créativité, c'est dans l'improvisation. Si tu fais de la musique classique, la créativité, c'est plutôt dans l'interprétation. Et donc, pour toi, les maths, la créativité dans les maths, c'est quoi? C'est de l'improvisation ou de l'interprétation? Eh bien, merci à nouveau, monsieur le président directeur général du CNRS, pour cette question. L'autre était trop simple, effectivement. Je sais pas, moi, personnellement. Pas d'avis, quoi. La créativité en mathématiques. Enfin, il y a plein de mathématiciens qui ont essayé de définir qu'est-ce que c'est que la créativité en mathématiques depuis, je pense, Poincaré jusqu'à nos jours, jusqu'à Cédric Villani, hein, avec les coulisses de la création, avec Carole Beffa. Alan Cohn, notre médaille FID, qui s'est beaucoup intéressé à la créativité en mathématiques. J'aurais aucune idée. Enfin, bon, ben voilà, c'est réglé. C'est bien, c'est réglé. Très bien, mais donc, comment est-ce qu'on peut essayer de répondre à notre président directeur général du CNRS sur la créativité en mathématiques? Interprétation, improvisation. Donc, moi, j'ai une petite histoire à vous raconter, parce que ce qui m'est arrivé, voilà, peut-être c'est un élément de réponse. Donc j'ai reçu, hein, par mail, j'ai reçu un message de la part d'une grosse maison des disques. Hein, vous avez vu, je m'intéresse à la chanson, donc quand j'ai vu cette major, dont je ne ferai pas le nom, hein, c'est Sony, qui me contacte en essayant de voir si je suis disponible pour un rendez-vous. Donc je réponds... Pourquoi faire? Venez chez nous, on a une proposition à vous faire. Une proposition. C'est bien. Ça vous fait rigoler. Non, c'est bien, c'est chouette. Donc je vais chez eux, effectivement, donc, ils m'accueillent, tapis rouge, monsieur, les chercheurs, on a une partition à vous faire expertiser. Eh bien ça, c'est étonnant. Hein? On a plutôt l'habitude à expertiser des articles, on est des scientifiques, des ouvrages, des actes de colloques, on fait des reviewing pour faire avancer un petit peu les savoirs. Une expertise d'une partition, qu'est-ce que ça veut dire expertiser une partition? Qu'est-ce que ça veut dire démontrer, hein? En fait, clairement, hein, c'est posé sur la table, vous devez démontrer que cette partition, c'est un plagiat. Plagiat? Ah, vous savez qu'est-ce que c'est qu'un plagiat? Donc, oui. En fait, copie, quoi. Voilà, là, on a la partition, ils ont passé un enregistrement que j'ai entendu, que j'ai écouté. Effectivement, la chanson me rappelait quelque chose. Donc j'ai accepté, bien évidemment, j'ai accepté parce qu'il y avait une grosse somme d'argent. Hein, donc quand on est chercheur au CNRS, on a bien besoin d'essayer d'arrondir. Hein. Bon, toujours faut-il avoir des autorisations de cumul signées par la direction. Aussi. Mais donc, je rentre chez moi avec la partition. Ben bien, la partition, je la mets sur mon piano et je joue la musique à expertiser. Que je vous joue pour savoir si à vous aussi ça vous évoque quelque chose comme c'était le cas pour moi. Donc c'est ça, la partition c'était ça.
c'était les débuts. Hein. Après, ça continue. Donc, moi, j'ai essayé de comprendre enfin, la partition. On a une partition. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une partition? Je l'ai interprétée très bien. Après, je l'ai saisie à l'ordinateur. J'ai fait tourner tous les programmes dont on dispose. Maintenant, c'est facile. Avoir reconnaissance des patterns, on a des bases de données. Rien. La chanson est tant connue par tous les systèmes de reconnaissance des bases de données. Mais alors, on a de l'intelligence artificielle aujourd'hui, on a les deep learning, l'apprentissage profond, n'est-ce pas? Pour ceux qui aiment bien ces techniques, zéro. La partition est authentique, apparemment, donc il ne s'agit pas d'un plagiat. Donc j'étais un petit peu en difficulté, comme la question d'Antoine Petit tout à l'heure. Donc je me suis dit, eh bien là, l'interprétation, j'ai essayé de toute technique, eh bien la créativité en mathématiques, non, ça ne marche pas. Donc je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas trouvé le plagiat? Je n'ai pas trouvé de plagiat. C'est pourtant pas difficile. Qui parle? Je ne sais pas. C'est pas prévu ça. J'ai pas compris. Je dis, c'est pas très difficile. C'est qui est-ce qu'on peut avoir de la lumière dans la salle, s'il vous plaît? C'est juste... Ah, Philippe. Philippe Caté. Philippe Caté, Philippe, c'est pas difficile. Viens. Viens, montre-nous. Voilà, Philippe Caté. Salut. Plaisir de te voir. Je suis ravi d'avoir Philippe Caté ici, dans la salle, Philippe. À vous. Ils se connaissent. Ah, bien. Ah, vous connaissez? Oui, Philippe Caté, professeur à la Sorbonne, théoricien de la musique, les vecteurs harmoniques. Les vecteurs quoi? Les vecteurs harmoniques. Les vecteurs harmoniques. Vous connaissez les vecteurs harmoniques maintenant? Oui, pas vous? Non, moi. Pas moi. Donc, bon Philippe, je ne sais pas, il pourrait peut-être expliquer. Attends. Je vais lui donner un micro. Non, les vecteurs harmoniques, ce sont des vecteurs, comme en mathématiques. Non, c'est plus simple. On est des musiciens, alors on fait des choses simples. Regarde. Oui, c'est mieux là. Oui, c'est mieux ça. Ah oui, donc, allez. Vous avez envie de savoir ce que sont les vecteurs harmoniques, j'en suis sûr. Surtout bon, si cela permet de répondre à la question. À mon avis, ça peut aider, oui, effectivement. Alors, c'est une théorie qui a été développée à la Sorbonne par d'abord Nicolas Méhus, mon maître, et puis après j'ai continué ses travaux. En fait, c'est tout simple. On s'intéresse uniquement au fondamental des accords. Tout à l'heure, on a vu des accords, mais on s'intéresse uniquement à la fondamentale et au mouvement qui est là. Alors, c'est pas très compliqué, comme on a 7 notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si. On en joue une et il suffit d'attendre que l'accord change. Finalement, on a 6 solutions. Ça va? Un peu comme jusqu'à là, ça va. Ça va, hein, c'est des mathématiques simples. Puis là, il y a plein de gens du CNRS qui font des études très complexes, donc je ne me fais pas trop de soucis. Donc, si vous voulez, je peux te faire une démonstration. Moreno, tu connais le prélude, le premier prélude en do majeur du clavier bien tempéré? Bien tempéré, hein? Bien tempéré, ouais. Oui. Ah, c'est un clavier... Tu vois ça? Parce que sinon... Oui. Eh ben, on va faire une expérience avec ça, puis vous allez voir ce que c'est. Donc, si je pars d'une note, finalement, en disant que c'est la fondamentale, après, je vais au plus près, j'ai une seconde ascendante ou une seconde descendante. C'est-à-dire la note voisine, quoi. Voilà, c'est ça, Rémi. Ou bien une tierce descendante ou une tierce ascendante, et une quarte descendante, une quarte ascendante. Ouais, c'est pas très compliqué, il suffit de compter seconde, tierce, quarte. Alors, je propose... il va falloir compter, hein, ceci dit, mais incrémenter de un par un, je pense qu'avec tous les cerveaux qu'il y a ici, ça devrait aller. Donc, ceux qui sont ici, à chaque fois que ce sera une seconde ascendante, vous comptez un de plus, d'accord, à peu près là. Ceux qui sont là, à chaque fois que ce sera une tierce ascendante, à chaque fois que c'est ici une quarte ascendante, ce sera pour vous. Et puis de ce côté-là, on va faire le contraire. Donc, seconde descendante sera pour vous, tierce descendante à peu près par là, et quarte descendante, ceux qui restent ici. Mais tu vas dire, toi, peut-être, il faut pas qu'il... Ah, il faut que je le dise? Oh, je pensais que juste vous alliez écouter, puis que vous... Bon, allez, d'accord, je vous le dis. Donc, oui. Moreno va nous jouer le début, on va faire la première moitié du prélude, et puis je vais vous aider un petit peu au fur et à mesure. Allons-y. On y va? Do majeur. Do. Ré mineur 7, ça fait une seconde, c'est pour vous, seconde ascendante. Ça va sur Sol, ça fait une quarte avec le Ré. Quarte ascendante, c'est pour vous. Hein. Do, à nouveau une quarte ascendante, c'est encore pour vous, pas vous, hein, vous. Ah, La mineur, tierce descendante, ici.
Ré, carte ascendante, c'est encore vous. Sol, carte ascendante, c'est toujours vous. Ah, beau, Do majeur 7, carte ascendante, c'est toujours vous. C'est les préférés. Tierce mineure, on est descendu sur La, c'est vous. Ré, Ré 7, carte ascendante, c'est encore pour vous. Sol, carte ascendante, c'est toujours vous. Compliqué celui-ci, mais la vraie fondamentale, c'est La, ça fait une seconde, c'est pour vous. Ré mineur, ça fait une carte, c'est encore pour vous. Vous comptez bien, hein? Ça, c'est quasiment un Sol, c'est encore pour vous une carte ascendante. Do majeur, encore une carte ascendante, c'est pour vous. Voilà. Fa majeur 7, magnifique, encore une carte ascendante, c'est pour vous. Ré mineur 7, la tierce descendante, c'est par là. Sol 7, carte ascendante, c'est pour vous, attention la cadence arrive. Do majeur, carte ascendante, c'est encore pour vous. Et bien les vecteurs harmoniques, c'est ça. Maintenant, il faut faire la synthèse un petit peu. Olivier, tu peux nous mettre de la lumière qu'on puisse... Voilà, merci, qu'on puisse interroger les gens. Merci. Alors, là, on a les secondes majeures, les secondes ascendantes. Vous avez trouvé combien? 2 points. Très bien. 2 points. Les tierces ascendantes qui étaient par là, combien? Vous n'avez pas écouté? Ou non, c'est 0. D'accord, c'est 0. Bon, ben, il n'y avait rien à Ils faire. n'ont rien foutu. Il y en a qui n'ont pas travaillé là, il faut noter quand même. Carte ascendante, 13. Waouh, voilà, voilà. Ça c'est un modèle. Ceux-là ont travaillé vraiment. Carte descendante, c'est ça. Carte descendante, on n'a rien. Ah non, c'était là, pardon, les cartes descendantes. Rien du tout. Moreno, tu notes. Hein, 0, j'ai noté. 0. C'est cancre. D'accord. Les secondes descendantes étaient par là? D'accord, c'est le même combat. Et puis, les tierces descendantes? Combien? 3? Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Et donc vous voyez qu'en fait les compositeurs ne jouent pas au dé, ils jouent plutôt au vecteur. Et donc Nicolas Méhus a appelé ceux qui ont travaillé ce soir, c'est-à-dire les secondes ascendantes, les quartes ascendantes et les tierces descendantes, il a appelé ça les vecteurs dominants, non pas parce qu'ils dominent dans la musique de Bach, mais parce qu'ils ont un rapport avec la dominante en musique. Et les trois autres, secondes descendantes, quartes descendantes et tierces ascendantes, les vecteurs sous-dominant. Oui, mais la chanson de plagiat... Eh bien, justement, il y a un côté symétrique. Vous avez fait attention? Il y a beaucoup de secondes ascendantes, ils ont beaucoup travaillé, alors que les secondes descendantes n'ont rien fait. Les tierces descendantes ont travaillé, alors que les tierces ascendantes n'ont rien fait. Et les quartes, c'est pareil. Il y en a une qui était très présente et pas l'autre. Et je me demandais si dans ce que tu as joué tout à l'heure, où tout est mineur, y compris la dominante, c'est ça qui est étonnant. Accord mineur, autre accord mineur, c'est le même. On revient sur le premier. Et le troisième, qui va être la dominante, voilà, il est aussi mineur. Donc je me demandais s'il n'y avait pas une histoire de symétrie, tu vois, des trucs... Main droite, main gauche. Oui, des choses qu'au lieu de les faire de haut en bas, on les fait de bas en haut, ou quelque chose comme ça. Et du coup, les accords mineurs deviennent majeurs. Il faudrait prendre chaque accord qu'on a joué, mineur, et les transformer en accord majeur. Peut-être bien. Donc je prends un accord mineur, le premier, je fais les symétriques. Ah, c'est plus gai. C'est mieux. Ouais, c'est pas mal ça. Et un autre, toujours avec le même axe de symétrie. Pareil. Et alors, si tu appliques ça à tout le morceau, ça fait quoi? Bah, si j'avais une guitare, je te le dirais. Ah non, mais j'en ai une, moi, guitare. Ah, j'ai une guitare. Allez, on y va. Attends, Ah ben Rémi. Rémi. Je l'avais appelé, je voulais faire un petit... On a la solution. On a la solution du plagiat. T'as trouvé le plagiat? Ah oui, j'ai trouvé le plagiat. Facile. Vous avez reconnu? Non? Mais oui, moi j'ai reconnu. Fais voir un peu. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better.
c'était Matin Pop, un spectacle itinérant qui a fait son étape ce soir à la Sorbonne et qui s'achève. Mais pas avant avoir remercié toutes les personnes qui ont contribué à ces spectacles. Matin Pop. Tout d'abord, merci au CNRS pour avoir labellisé ce spectacle. Merci aussi à l'Institut des mathématiques et leurs interactions pour l'avoir doublement labellisé dans le cadre de l'année des mathématiques qui vient juste de commencer. Un remerciement particulier à Antoine Petit, président directeur général du CNRS, pour nous avoir posé des questions qui nous ont fait beaucoup réfléchir. Merci au Collège Musicae de Sorbonne Université et au service culturel pour l'invitation et pour nous avoir ouvert les portes de ce magnifique amphithéâtre. Merci Agnès, merci Benoît Fabre. Merci aux techniciens du service culturel, Olivier et Franck, pour leur travail logistique remarquable qui nous a permis d'avoir la lumière et les sons ce soir. Merci aux partenaires de Matin Pop, il y en a beaucoup, qui nous ont soutenus dans le montage de ces spectacles et continuent à les faire. Mais c'est plutôt un bon signe. Merci à Vibke Drenkan Andreata, si vous voulez, pour nous avoir amenés dans son univers, avec ses dessins riches d'humour. Merci à Gilles Barouin, infographiste et mathémusicien de Toulouse, pour les superbes animations. Et merci à Corentin pour avoir conçu cet environnement informatique qui est disponible online. Et donc, si vous voulez avoir l'adresse, vous venez me voir tout à l'heure. Je vous donne l'adresse. Et vous pouvez vous amuser vous aussi, chez vous, avec un petit clavier. Matin Pop. Merci aux invités qui ont bien voulu accepter de monter sur scène ce soir. Donc c'était Jonathan Gasser, Joe Ocajon. Et merci à Mr. Professeur Philippe Caté à la guitare et aux explications. Eh bien, ce spectacle n'aurait pas pu avoir lieu sans l'audace, le courage, l'inconscience, mais aussi la complicité de notre metteur en scène et ami Laurent Mandex. Mate pop, mate pop, mamma mate pop, mate pop, mate pop, mamma mate pop, mate pop, mate pop, mamma mate pop. Nous avons voyagé dans l'histoire vers la Prusse, la Grèce antique, sous un simple clavier blanc et noir, sans crier car c'était mathématique et mate pop, mate pop, mamma mate pop, mate pop, mamma mate pop, mate pop, mate pop, mamma mate pop, mate pop, mamma mate pop, mate pop, Matin Pop. Mesdames et messieurs, Moreno Andreata. Merci. Merci beaucoup, merci. Merci. Venez. Allez. Merci. Merci Olivier, merci Franck, merci au public d'être venu si nombreux. C'est un plaisir, c'est un plaisir de jouer dans ces lieux avec telle chaleur, n'est-ce pas? Eh bien, nous espérons que vous avez aimé. Donc si vous avez aimé, vous pouvez peut-être parler autour de vous. Hein? Ouais, allez. Merci. Et bonne soirée.